abordé ce matin. On va refaire, oui, je te repasse la parole, Adrien. Peut-être tu réagis à ce que bon te semble, mais il y avait des questions sur la constituante pour une 6e République, une question sur l'organisation du territoire, la décentralisation. Enfin bon, tu feras ton marché. Tout un programme, quoi. Non, je vais répondre à la question du tour précédent sur la question qui a été posée sur éventuellement 2 conceptions de la République qui feraient débat entre nous. Je m'inscris en faux avec cette idée parce que vous avez cité l'idée d'une république universaliste ou l'idée d'une république multiculturaliste. En réalité, l'idée républicaine même, c'est ce qui fait commun entre nous. Liberté, égalité, fraternité ne se soucie uniquement que de ce qui fait commun entre nous tous. Donc il n'y a pas de république multiculturaliste. On est presque là dans quelque chose d'antinomique. La république est par nature universaliste. Alors évidemment, l'universalisme reste un objectif, un but. Et ça a été dit, on a de nombreux obstacles pour pouvoir l'atteindre, y compris les discriminations, les ruptures d'égalité, le racisme, tout simplement, des choses dont il faut qu'on puisse parler. Mais vous avez raison d'évoquer ce sujet parce qu'il faut pouvoir le faire. J'observe aussi que de plus en plus, les mots ont été galvaudés et que beaucoup se réclament parfois effectivement de la laïcité, en quelque sorte, pour, avec des mots plus honorables, cibler ou viser certains de nos compatriotes en fonction de leur appartenance réelle ou supposée, en l'occurrence à une religion, c'est souvent la même qui revient. Et c'est dommageable parce que la laïcité, ça n'est pas ça. La laïcité, c'est un des piliers de la République une indivisible et c'est un mode d'organisation qui finalement garantit notre unité. Et ce qui est en cause aujourd'hui, et c'est vraiment ça moi qui m'inquiète, c'est que face aux grands défis qu'on a devant nous, ce dont on a parlé encore ce matin, notamment la question climatique, c'est vraiment ce qui fait commun et l'unité du peuple en France qui est en cause. La laïcité, elle fixe quelques principes qui garantissent cette unité. La liberté de conscience, la liberté de culte, la stricte séparation du politique et de la religion qui en découle, la politique pour la sphère publique et la religion pour la sphère privée, pour une raison simple qui a 1000 fois été répétée, c'est que précisément comme la religion, les vérités révélées font partie de choses que la discussion ne permettra pas de mettre fin à des désaccords qui persistent entre nous, on la tient à l'écart de la politique précisément pour qu'elle n'y fasse pas incursion. Ce qui ne veut pas dire que la laïcité soit pour autant l'anticléricalisme ou le rejet d'une religion. C'est extrêmement important de rappeler ces éléments parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces mots-là sont utilisés pour tout et son contraire et en réalité ne permettent plus de s'y retrouver. Et puis la laïcité, elle finalement, elle subit aussi, oui, c'est vrai, des menaces, des attaques. Il y a des petits arrangements, des compromissions. On est toujours dans un pays où il y a le concordat d'Alsace-Moselle, que notre président de la République de 2012 proposait de mettre dans la Constitution, je veux quand même le rappeler. On a des petits arrangements ça et là. Quand vous avez, par exemple, en 2015, je crois, François Hollande qui déclare que la République reconnaît tous les cultes, alors que précisément la loi de 1905 stipule que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, et bien effectivement, les points de repère sont en quelque sorte sabordés. De la même manière, quand Emmanuel Macron parle du lien qui aurait été abîmé entre l'Église et l'État, alors que précisément il n'a pas été abîmé, mais sciemment rompu par le peuple français lors de la Grande Révolution. Bref, on a comme ça toutes sortes de petits arrangements qui finalement seraient acceptables à géométrie variable, notamment selon la religion dont il est question. Je suis désolé, mais quand un élu de la République, mais Manuel Valls décide d'aller assister à la béatification de la cathédrale de Troyes, ce qui est une première dans l'histoire de la République, c'est en quelque sorte un coup de canif dans le contrat républicain et laïque également. Quand certains élus, notamment du Rassemblement national, décident de privilégier à fond notamment les financements pour des écoles privées confessionnelles, c'est la même chose. Voilà, donc ça, il faut pouvoir le rappeler. Et en quelque sorte, la laïcité et la République subissent à la fois les attaques de ceux qui cherchent sans cesse des boucs émissaires, qui parfois font, comme on l'a vu encore récemment, des victimes du racisme, des coupables ou des coupables supposés, des suspects. Et je vais avoir un mot aussi parce que je sais que vous y avez été sensible pour l'attaque raciste abjecte qu'a subi notre camarade Daniel Obono avec le torchon Valeurs Actuelles. Bref, et de l'autre côté, vous avez aussi le risque d'un repli communautariste, mais qui a des sources. Et en quelque sorte, les premiers cherchent à masquer les échecs de la République. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que c'est quand la République recule que d'autres peuvent avancer.
Quand on a dit tout à l'heure que liberté, égalité, fraternité ne se vérifiaient pas sur tout le territoire, quand on a parlé de la disparition de certains services publics, de leur éloignement, ben évidemment, après, il y en a d'autres qui font des promesses qui peuvent tenir que la République, elle ne tient pas. Et c'est pour ça qu'il faut absolument rappeler que la République n'est pas un régime neutre et que c'est un projet qui est toujours inabouti, inachevé, et que nous devons aller jusqu'au bout, y compris pour régler ces problèmes. Ensuite, il y a les questions qui ont été posées liées à l'aspect souveraineté populaire, et notamment des échelons supranationaux qui, en quelque sorte, nous retirent de cette capacité de souveraineté. Ça me semble absolument évident, et en filigrane, dans plusieurs interventions, c'est la question de l'Union européenne qui a été posée, de son fonctionnement. Puisque, je prendrai quelques exemples, mais voyez-vous, ce qui fait l'actualité, c'est le fameux plan de relance du gouvernement. Bon, je ne vais pas faire un exposé sur le sujet, je pourrais, mais on nous parle beaucoup des 40 milliards qui nous viennent de l'Union européenne, et ce serait absolument historique, formidable, il faudrait le saluer. Bon, d'abord, vous dire une chose, c'est que ces 40 milliards, à l'heure où l'on se parle, ils n'existent pas encore, et qu'ils sont conditionnés à ce que la France adopte certaines réformes, dont une que nous avons été nombreux à combattre, la réforme des retraites. Il faut que vous le sachiez. Hein, ces 40 milliards sont conditionnés en déblocage, notamment à cette réforme des retraites que nous avons combattue. Et puis, bon, compte tenu du point auquel la France est contributrice au budget européen, dans cette affaire, elle va devoir payer ou rembourser potentiellement 26 milliards de plus que les 40 milliards qu'elle va obtenir. Donc franchement, ça n'est historique que dans la bouche d'Emmanuel Macron qui vient claironner victoire, alors que c'est un échec cuisant. Mais qui plus est, oui, la question est fondamentalement posée. Depuis hier soir, beaucoup, dans vos interventions, vous vous réclamez, à raison, je pense, compte tenu de l'issue de ces travaux, des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Bon, moi, ça me va très bien, parce qu'il se trouve que 90% des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, elles sont dans le programme que je défends, mais je vois un point qu'on n'aborde jamais, c'est que beaucoup de ces propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat, dont beaucoup semblent se réclamer, sont incompatibles avec les traités européens. Alors moi, je veux bien qu'on fasse une liste de vœux pieux et de choses intéressantes, mais nous nous posons la question de savoir comment rendre opérationnel tout ça. Et certaines de ces propositions sont incompatibles avec les traités européens. Donc la question est posée de savoir comment on peut les appliquer dans ce cadre-là. Et j'en termine, ça pose la question de comment éviter le syndrome de Tsipras à nouveau. Là aussi, on pourra en parler longtemps. Vous savez qu'Alexis Tsipras, quand il arrive au pouvoir, il est à la tête d'un pays qui, en termes de poids économique à l'échelle de l'Union européenne, pèse, je crois, 2% à ce moment-là. La France pèse 17% de l'économie européenne. Nous avons une certitude à la France insoumise, nous le disons, et je vais peut-être profiter de l'occasion pour faire une petite clarification, c'est qu'il faut sortir des traités européens. L'idéal européen de coopération entre les peuples, nous y souscrivons absolument. C'est-à-dire, voilà, on va coopérer, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre entre nous, etc. Mais tout le monde voit bien aujourd'hui, si vous regardez un peu froidement l'Union européenne qu'on a sous les yeux, vous devez admettre que ce n'est pas franchement le modèle de coopération dont on rêve. C'est juste un marché dans lequel les États membres se tirent la bourre d'un point de vue économique. On l'a vu encore à l'occasion de la crise du Covid. Donc, la première chose, c'est de dire, nous voulons engager une discussion avec l'ensemble de nos partenaires européens pour dire ça ne peut plus continuer. L'indépendance de la Banque centrale européenne, tout ce qu'on observe et qui nous met dans le mur, ça ne peut plus continuer. Soit nos partenaires sont capables d'admettre que ça ne peut pas continuer, soit oui, il faut pouvoir menacer d'une sortie unilatérale des traités, avec d'autres pays sans doute. Et j'insiste sur le fait que menacer d'une sortie crédite en quelque sorte la négociation, parce que sinon vous n'avez pas de rapport de force. Je suis assez d'accord, c'est un peu le même principe que ce que dit François Boulot tout à l'heure sur la question de la compatibilité entre le capitalisme et l'écologie. Le diagnostic a beau être précis, non, les gens ne vont pas se sauter dans les bras, renonçant à leurs intérêts particuliers pour dire oui, il faut sauver la planète et l'écosystème qui permet la vie humaine. Bien là, c'est pareil. Il faut pouvoir en quelque sorte avoir un rapport de force, de conviction. Et Jean-Luc Mélenchon l'avait dit dans l'élection présidentielle. Il avait dit, lui, j'ai la conviction que si la France menace d'une sortie, elle n'a pas le temps de traverser le couloir, qu'on la rattrape par le col parce qu'on ne fait pas l'Europe sans la France. Et que sans doute la France peut être à l'origine de cette rupture dans la chaîne. Nous ne pouvons pas procéder aux grandes bifurcations qui font, je crois, largement accord entre nous dans le cadre des traités européens que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Voilà, et enfin, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'abstention et les propositions liées à la Constituante et à la 6e République.
clairement, il y a un souci de représentation et ce n'est pas en tant que parlementaire que je vais le nier. Au contraire, on sait tous en tant qu'élus qu'on est élu avec une base électorale qui est de plus en plus restreinte. Quand vous voyez dans la mandature précédente que les deux grands partis dominants ont dans l'Assemblée nationale 90% des sièges avec seulement 55% des suffrages exprimés, 30% des inscrits, clairement, vous vous dites qu'il y a bien un problème et ça, je pense que c'est ce qui fait largement un corps entre nous ce matin. Exactement.